En marge du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt qui sera débattu en avril au Sénat, l'AFJA, avec le soutien du ministère de l'Agriculture, a organisé une rencontre sur le terrain avec des exploitants agricoles qui ont mis en place des démarches collectives leur permettant de réduire leurs coûts et l'impact de leur activité sur leur environnement. Bref, les précurseurs des GI2E. Si on veut comprendre le tenant des aboutissants du GIE-DAD, il faut se rappeler dans quel contexte il a été initié, à savoir le contexte de 2009. Durant cette période, on avait une crise laitière, et une augmentation du coût des intrants, qui a eu pour conséquence de compresser en fait le résultat des exploitations. Les autres éléments qui ont invité à une remise en question, c'est le Grenelle de l'environnement. Donc on avait une grosse caisse de résonance sur l'agriculture et les pollutions engendrées par l'agriculture, qui a eu pour conséquence de stigmatiser une partie des modes de production. À ça s'ajoute une fréquence des accidents climatiques, ça associé à une diminution des actifs agricoles qui progressivement en fait isolent les chefs exploitants. Donc tous ces éléments, en fait, on les a évoqués en réunion. Et ces réunions ont invité à remettre en question les systèmes. Et très rapidement, on a une communauté de 52 exploitations agricoles qui se sont retrouvées autour de cette thématique-là, la thématique pesticides. Et donc, à un moment donné, on avait besoin d'avoir une structure juridique pour porter cette dynamique-là. Et c'est là qu'on a pris la décision de créer un groupement d'intérêt économique, le GIE-DAD. Une des premières conditions qu'on a mises, c'est qu'il soit politique et asyndical. Quand on fait une exclusion peut-être qui paraît un peu réactionnaire, mais ça l'intérêt, c'est qu'on ne met pas sur la table n'importe quoi. On parle de professionnels, on parle d'exploitation. C'est-à-dire qu'on avait la volonté de faciliter les conversions bio, mais on avait la volonté aussi d'améliorer les systèmes conventionnels. Et en l'équivalent de 2 ans, c'est 1800 hectares sur le territoire qui sont convertis en agriculture biologique, et pour une collecte de 6 millions de litres de lait en l'espace de 2 ans. C'est-à-dire sur certaines communes, si on prend un classement, en 2009, il devait y avoir à peu près 3% de la surface de la commune qui était en bio. En 2012, on doit être à peu près à 75% de la surface en bio. En l'espace de 2 ans. C'est-à-dire qu'on a créé une dynamique et on a associé tous les leviers possibles à cette dynamique-là, qu'ils soient économiques, qu'ils soient techniques, qu'ils soient organisationnels. Et on a pris en compte des notions de filière aussi. Qu'est-ce qui fait que le passage était si rapide vers la bio? Oh, c'est pas si rapide que ça. Non? Il y a 2 ans quand même. Oui, non. C'est vrai qu'il y a eu une conversion assez rapide parce que dans un premier temps, on s'est posé des questions. On avait, au niveau de l'infrastructure, on avait tous les outils qui nous emmenaient vers le bio. Et puis c'est les rencontres avec Denis Valentin et des collègues de la Drôme bio, céréaliers bio, qui nous ont fait comprendre qu'il suffisait d'avoir des démarches purement pratiquement intellectuelles à la limite pour passer en bio. Parce qu'à partir du moment où eux ils maîtrisaient très bien techniquement, on s'est dit pourquoi pas nous. On avait réfléchi à produire autrement, à être plus autonome en protéines. Donc Nicolas a étudié tous nos assolements. On a dit si on diminuait les parts de maïs et augmentait les parts de luzerne en trèfle, on pouvait alimenter nos troupeaux et on était moins dépendant du soja. Et la conclusion était, finalement, pourquoi pas partir en AB pour encore valoriser un peu plus tout ça. Et l'autre aspect, c'est un travail de filière avec le groupe Danone. Et le GIE-DAD qui a permis d'apporter toute la mécanisation nécessaire à la conversion bio. C'est-à-dire que quand une exploitation conventionnelle passe en bio, il y a un coût de mécanisation qui est énorme. Ce coût-là a été minimisé par plusieurs leviers, le levier collectif du GIE-DAD et le levier de la puissance publique avec l'agence de l'eau et le FEADA. Et c'est vrai que pour ajouter, le plus important, c'est qu'on a vu des bio performants. L'autre question qu'on pouvait se poser, c'était de savoir si ces projets-là pouvaient être reproduits, modélisés dans d'autres contextes avec d'autres exploitations agricoles. Et en fait, c'est ce qui a été réalisé grâce au GIE Agribiotech et GIE de la Varèse. Donc le GIE de la Varèse est composé de 6 exploitations céréalières, 5 exploitations céréalières, plus une exploitation maraîchère. Le GIE a été créé pour répondre à une problématique environnementale. Vous trouvez ici les résultats d'un captage d'eau potable. Enfin non, captage
qui n'est plus un captage d'eau potable, qui a été fermé, avec des traces de pesticides qui sont constantes depuis 20 ans. Et on avait cette problématique également sur les nitrates. C'est-à-dire que depuis 1988, les seuils sont dépassés sur les nitrates de manière constante. Donc, au lieu d'être conservateur, l'idée, ça a été d'anticiper d'éventuels durcissements et de proposer une démarche volontaire. C'est ce qu'a fait le GIE de la Varette. À la fois en faisant l'acquisition de matériel pour diminuer les pollutions pesticides, sur le même principe, sur la même méthode que le GIE d'Agde, et également pour faire l'acquisition de matériel pour diminuer les pollutions de nitrates. Bon, nous on était déjà certifiés Global Gap, on a toujours fait de l'agriculture raisonnée en arboriculture. Donc on est déjà depuis très longtemps soucieux des problèmes environnementaux. Et le fait, pour pouvoir mener cette politique-là en grande culture, c'est vrai que ça demande des investissements énormes. Hein. Le matériel, ça coûte très cher. L'idée au départ, c'était l'air de la vache. Hein. L'histoire, c'est ça. Nous, on est allé pour faire un PVE l'air de la vache. Et puis là, je remercie en plus notre représentant de DDT, pour le nommer M. Moreau. C'est lui qui nous a mis le pied à l'étrier et qui nous a dit faites un GIE avec vos voisins et faites des aires de lavage collectifs. Donc c'est parti comme ça. Et après, l'effet de groupe, c'est ça qui est important, comme je disais tout à l'heure, les Ardéchois. Là, hein. Si on peut arriver à commercialiser notre marchandise avec des collègues à côté, alors on va dire que je suis peut-être je veux vivre en autarcie, non, pas du tout, mais quelque part ça fait partie de l'avenir de nos exploitations. Donc si on ne trouve pas des solutions intelligentes pour mutualiser, pour regrouper nos investissements et pour faire quoi que ce soit, moi en plus j'ai la chance d'avoir un fils qui me succède, je voudrais que mon fils puisse faire sa carrière quand même en tant que paysan. Et tout ça c'est une démarche intellectuelle vachement importante à mes yeux, l'effet de groupe. Et je reste persuadé que ça va permettre de sauver nos petites exploitations. C'est beaucoup d'échanges entre nous et toujours de rencontres de gens qui ont une façon de travailler, on va communiquer, on y va en groupe pour pas trop les embêter, on échange, on regarde ce qu'ils font. On va à l'info, on ne nous amène pas à l'info. On s'est retourné vers les bio de la Drôme parce que c'est eux qui étaient leaders. Pour le végétal. Pour le végétal, et ils sont revenus vers nous, on a échangé, on a regardé leurs pratiques. Vous pouvez repérer qu'on emploie beaucoup le mot échange. Alors il y a beaucoup d'échanges au sein même d'un GIE, et là finalement on est 3 GIE, on échange beaucoup finalement entre nous. Et ça au niveau humain c'est vraiment c'est un plus quoi. On est devenu individualiste et quelque part quand on se retrouve, on prend plaisir à se retrouver, à échanger, et il y a une certaine émulation qui se crée autour de ça. Alors dans l'Ardèche, ils sont plus éleveurs, je pense qu'il y avait, c'était un peu plus collectif. Et on voit dans tous les cas qu'on prend plaisir à échanger entre nous. Chaque fois qu'il y a eu donné la possibilité de travailler ensemble, on voit bien que ça a généré une dynamique, etc., etc. Mais moi, ce que je voudrais vous demander, c'est que par rapport au GIE que vous avez, qu'est-ce que vous attendez de la loi ? Est-ce que la loi qu'on est en train de discuter aujourd'hui, qui crée le GI2E, à la limite, ne changera rien pour vous, puisque vous avez quasiment tout fait, ou est-ce que vous en attendez quelque chose ? Est-ce que vous en attendez quelque chose au niveau national aussi, hein, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, et notamment le fléchage des aides vers des organisations plus collectives. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous pensez que la loi qui est en cours de discussion aujourd'hui pourrait améliorer ? La mise en cause, ça coûte sur les exploitations. Quelque part, si j'ai bien compris, il va y avoir une revalorisation des aides. C'est pour moi déjà une chose primordiale. Et puis après ça, je ne sais pas comment dire. Le fait GIE, dans la mesure aussi, si on peut commercialiser, ça peut être aussi un signe, un apport commercial. Donc ça veut dire valoriser nos produits, ça veut dire qu'on est capable de produire sainement. Nous, moi personnellement, j'attends que la loi aussi, elle nous permette de maintenir dans des zones où on a des contraintes, notamment en zone vulnérable, une activité agricole. Parce que les choses qu'il y a dans la loi, il y a des choses qui ne nous permettront pas de produire même du bio.
que le 4e programme de la directive nitrate, c'est ce qui prévoit une réduction, toutes les zones en pente, les bords de rivières à agrandir. On va bientôt plus pouvoir épandre un moins de fumier. Et nous, en agriculture biologique, si on n'a pas le compost, si on n'a pas ça, on ne peut pas produire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner au conventionnel. C'est une aberration qu'on ne veut surtout pas. Et ça, en mémoire, la loi d'avenir agricole, elle protège ça. C'est-à-dire qu'on n'a qu'un seul amendement pour pouvoir faire du rendement dans nos cultures et vivre sur nos exploitations, parce qu'il faut bien se tenir compte qu'on a certaines chutes de rendement dans l'agriculture bio, mais si on compense par les engrais verts et l'apport de fumier, on arrive à avoir des résultats économiques certainement autant bien meilleurs que les conventionnels. Et ça il faut le dire, et il ne faut surtout pas nous enlever nos moyens de production. Ce GIE a la particularité de représenter les intérêts de 2 exploitations conventionnelles et 4 exploitations agriculture biologique. Donc il est basé dans le Nord-Rhône, sur un aire de captage. Et la SAU exploitée par les adhérents du GIE, au total, c'est 536 hectares, dont la moitié se trouve dans une aire d'alimentation prioritaire du Grenelle de l'environnement. Là, la méthode est sensiblement la même, sauf qu'il y a des objectifs qui évoluent. C'est-à-dire qu'on avait 4 exploitations agriculture biologique, et vous rebondirez dessus si vous voulez bien, en fait, qui étaient convertis depuis longtemps, seulement leur système générait un coût de mécanisation énorme et un coût de main-d'œuvre énorme. Donc pour pérenniser le système, en fait, ils avaient besoin de renouveler leur matériel, par du matériel de précision et du matériel plus performant. Et surtout externaliser cette charge pour ramener un peu de compétitivité, c'est un mot à la mode, mais de résultat sur les exploitations. Et en fait, on a profiter du fait que les exploitations se trouvaient dans le captage du prioritaire du Grenelle pour configurer un GIE en voulant créer des échanges AB conventionnels pour faire évoluer l'ensemble et pérenniser les systèmes bio. Voilà. Sur notre contexte, donc moi je suis président du GIE, on a 2 générations. Il y a les anciens, entre guillemets, qui ont entre 55 et 60 ans. Mon père en fait partie, 2000, le père de Laurent, Jacques qui n'est pas là. Et puis la génération des jeunes qui ont 30 ans. Et c'est vrai qu'au début, on ne s'est pas réunis à cause de ça. Et comme a dit Nicolas, à juste titre, c'est qu'on prend conscience que pour eux qui se posaient des questions, qui c'est qui va reprendre, etc., et ben, dans leur tête, au moins maintenant c'est plus facile. Moi je les trouve surtout bien plus motivés qu'avant. Ça leur a redonné un coup de... c'est la vérité, ils peuvent même vous le dire. Hein. C'est vrai. Ils n'ont plus arrêté. Mais voilà, impeccable. Moi je trouve que je voulais rebondir encore une fois sur l'aspect humain. Moi je trouve qu'on prend plaisir d'abord à se retrouver. Et puis à chaque fois on échange mais sur les techniques, sur les façons de faire, sur plein de choses, sur du matériel, des fois on n'est pas toujours d'accord, mais c'est super enrichissant quoi. Quand on pense qu'il y a beaucoup d'exploitations, d'exploitants qui restent seuls, isolés, avec leurs problèmes, et puis j'entends il y a quand même, tous les 2 jours, il y a un agriculteur qui se suicide. Et bien là, on est dans un groupe... Est-ce que ça vous a fait baisser vos charges de mécanisation ou pas? C'est un peu trop tôt pour le dire, parce qu'actuellement, on a encore des charges sur nos exploitations. On est en période transitoire. Mais à terme, c'est sûr que ça va nous alléger nos charges de mécanisation. Avec du matériel plus performant. Et avec du matériel très performant qu'on n'aurait pas pu se payer. Mais tout seul, c'est impossible. C'est surtout ça. Il faut être prêt à ouvrir son exploitation aux autres. Parce que là, on parle chiffres, on n'a pas peur, on parle de tout. L'exploitation, sur mais sur l'aspect intellectuel, les conventionnels avec les bio, c'est des choses, il y a 2-3 ans, ça aurait été impossible. Là, maintenant, c'est... Donc, l'idée du projet SIGASEC, qui est le projet qui a été retenu par CASDAR, c'est de créer des interactions entre 4 groupes d'agriculteurs. Donc j'ai eu Lavarès, j'ai eu Agribiotech, j'ai eu Dan et Cumat-Curès, qui est un autre groupe de la Loire, qui ont des différences. Et l'idée, c'est de créer des interactions pour configurer un macrosystème autonome. Donc conserver la valeur ajoutée sur le territoire et limiter les importations de tourteaux et les importations d'engrais. Comment? Par des modifications de systèmes, notamment des systèmes céréaliers, qui produiront, du moins je l'espère, mais ça semble bien parti, la luzerne. Luzerne qui permet de fixer l'azote de l'air et qui permet la production d'un fourrage riche en protéines. On exporte ce fourrage-là auprès des élevages laitiers qui sont situés à une 50aine de kilomètres. Chef élevage laitier qui produisent des effluents qu'on va essayer de valoriser par la méthanisation, et on voit où on commence. Méthanisation qui a pour un des gros avantages de standardiser le digestat et d'en faciliter l'exportation.
Donc, et d'être une solution pour la problématique nitrate sur ces zones-là. Et régler la problématique d'importation sur la fertilisation des systèmes. En gros, voilà le schéma. On contribue finalement à créer une sorte d'économie circulaire. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur afjablog.blogspot.fr.